Europe 1 Soir. 19h-21h, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre. Nous avons un nouveau gouvernement pour Noël, un cadeau ou pas, selon de la part de François Bayrou aux Français. Nous sommes en ligne avec Jean-Christophe Gallien, politologue. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Stéphanie. Alors, première réaction à ce nouveau gouvernement, on voit les réactions ici ou là, notamment à gauche, qui ne sont pas fameuses. Du côté du Rassemblement national non plus. Paris réussi, Paris loupé, ou c'est un petit peu trop tôt pour le dire, Jean-Christophe Gallien, ce soir? Bon, ce qui est très tôt, c'est qu'effectivement, on va peser un petit peu le poids des personnalités, parce que finalement, ce qui a été quand même promis est quand même présent, c'est-à-dire qu'on a quelques anciens premiers ministres qui deviennent des ministres d'un gouvernement quand même dans une situation fragile, ce qui est quand même un acte politique important. On a des anciens ministres socialistes comme M. Rebsamen. On a l'affirmation et le retour de quelqu'un qui était parti, M. Darmanin, un poste très important, celui du garde des Sceaux, un tandem qui risque de faire effectivement un peu d'étincelle avec M. Retailleau au ministère de l'Intérieur. Donc oui, il y a quand même, pour le coup, c'était la promesse, des figures, et des figures politiques en tout cas, avec un dosage qui bouge pas trop, pour le coup, parce qu'on est toujours depuis LR jusqu'à Ensemble pour la République pour ceux qui sont encore encartés, et puis c'est cette kyrielle d'ex-socialistes, Monsieur Valls, par exemple, Monsieur Rebsamen, et voilà. Donc on a quelque chose qui... Oui, des figures, Jean-Christophe Gallien, qui sont pas forcément populaires aux yeux des Français. On rappelle quand même qu'Elisabeth Borne est l'architecte de la réforme des retraites, qui est très décriée, très impopulaire dans le pays. C'est aussi Madame 49.3. Donc, peut-être des poids lourds, mais pas forcément un gage de popularité pour ce nouveau gouvernement. Ah oui, quand je parle de poids lourd, c'est presque une histoire politique. Ils ont des valises chargées, effectivement, négatives, positives, beaucoup de négatifs aussi, évidemment. Et aujourd'hui, ils sont plus dans la réalité de l'actualité politique, c'est clair, en tout cas en termes d'audience positive. Monsieur Valls, ça fait longtemps qu'il est parti, il était même parti faire un tour en Catalogne, vous voyez, Monsieur Rebsamen était reparti à Dijon. Il a réussi c'est un à peu revenir, des voyageurs de la politique, vous voyez, qui reviennent. Donc voilà, non, je suis assez d'accord avec vous sur le plan de la popularité, c'est pas forcément un gain, mais sur le poids de l'expérience, peut-être que là, pour le coup, dans une période troublée, faible, c'est quelque chose qui fait un pari de l'expérience. Et puis après, vous avez toutes celles et tous ceux qui étaient déjà en place. Je pense à Rachida Dati, je pense à Agnès Pannier-Runacher. Voilà, le président de la République, certainement, a pu affirmer un certain nombre de préférences, en tout cas de possibilités pour certaines de rester. Jean-Michel Salvador, aujourd'hui, qu'est-ce qui va primer finalement? Jean-Christophe Gallien vient de nous parler d'expérience. C'est vrai qu'il faut être habile en ce moment avec ce contexte de compromis, ou finalement c'est le fond qui va compter le plus? Là, pour l'instant, on a la feuille de match. Et ce qui est important, c'est qu'on a quand même un gouvernement de poids lourd. Ce qui change par rapport au gouvernement Barnier. Oui. Avec Barnier, il n'y avait qu'un seul poids lourd, c'était Retailleau. Tous les autres étaient des inconnus ou des gens qui avaient sans doute des qualités, mais qui n'avaient pas d'expérience politique. Là, on a 4 ministres d'État, dont 2 anciens premiers ministres, et c'est vrai que dans la période qui s'annonce, c'est vrai que ça sera sûrement très utile à François Bayrou, mais pour l'instant, ça n'est que la feuille de match. Ensuite, il va falloir voir ce qui va se faire, mais c'est vrai que ce qui frappe, si vous voulez, dans ce gouvernement, c'est que c'est quand même un gouvernement qui penche très sérieusement à droite. C'est-à-dire que les personnalités importantes de droite sont souvent d'une droite assez décomplexée. C'est le cas notamment de Retailleau, mais il y en a d'autres. Et les personnalités de gauche sont plutôt des personnalités de gauche modérées et en rupture de banc avec le PS. Et là, on voit bien le calcul de Bayrou, qui est, en fait, Bayrou, il a un choix qui est tout simple. Il faut qu'il achète la neutralité, soit du PS, soit du Rassemblement national. C'est pas gagné là. Il y a pas moyen. Non, mais il y a pas moyen de faire autrement. Et là, il a bien vu qu'avec le PS, ça n'était pas possible, notamment à cause de la réforme des retraites. Et là, il essaye de jouer. Je suis pas en train de vous dire qu'il va y arriver, mais il essaye de jouer la neutralisation provisoire, en tout cas, du Rassemblement national. Et donc on verra ce que ça donne. Mais le calcul, il est vraiment là. Et il y a cette idée quand même que avec, par exemple, cette espèce de ce couple Darmanin à la justice et Retailleau à l'intérieur, il y aura peut-être moyen de siphonner l'électorat du Rassemblement national pour le ramener vers une droite plutôt parlementaire. Le
sujet, c'est que c'est précisément parce que ce gouvernement est assez à droite que Marine Le Pen aura peut-être envie de faire de la surenchère assez rapidement pour ne pas leur laisser le temps de réussir. Gilles Boutin, c'est intéressant cette analyse de Jean-Michel Salvatore, siphonner le Rassemblement national avec, c'est vrai que ce duo de choc, qui est un vrai signal vis-à-vis à l'endroit des électeurs de droite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, c'est une bonne stratégie. C'est un enjeu. Une bonne stratégie, je sais pas. Je pense que Bayrou est beaucoup plus guidé par des réalités et que il ne contrôle pas tellement la direction dans laquelle il va. Mis à part le fait que je ne critique pas fondamentalement son gouvernement, il a quand même réussi un joli coup en nommant des personnalités qui sont connues. C'est-à-dire qu'on passe d'un gouvernement où on ne connaissait quasiment personne à un gouvernement où beaucoup de Français connaissent une bonne partie des ministres. Et ça, c'était pas gagné. Ça peut pas être repoussoir, justement, à l'inverse. Des Français qui en ont un petit peu assez de ces vieux. Moi j'entends les commentaires déjà dans ma tête. Ça y est, les vieux qui reviennent. Manuel Valls, qui insiste depuis des mois pour revenir. Il revient, non ? Ça c'est du discours. On n'en veut plus, on veut qu'ils sortent. Et en même temps, dès qu'on n'en connaît plus, c'est presque un sujet d'amusement. Donc il faut trouver une ligne et c'est pas facile. C'est pour ça que je dis que François Bayrou semble avoir trouvé un gouvernement non pas pour faire compétition au RN, mais parce qu'il ne pouvait pas faire tellement autrement. C'est-à-dire que les réalités qui prévalaient lorsque Michel Barnier est devenu Premier ministre sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que Michel Barnier était obligé de gouverner avec tacitement le RN. Oui, on a vu. Ça n'a pas changé. Le discours de la gauche qui prétend on peut s'en passer, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, on le voit bien, la jambe gauche de ce gouvernement, c'est plus une patte folle. C'est Monsieur Rebsamen, qui n'est même plus socialiste et qui est en rupture de banc avec eux, qui a largement critiqué les orientations prises par Olivier Faure. Donc tout ça pour dire que c'est pas tant pour faire compétition. C'est pas tant pour faire compétition au RN que un constat de réalité qui est l'état des forces actuelles et qu'il faut bien le prendre en compte. Et c'est assez ironique pour un Premier ministre qui vise le centre en permanence. Une forme de cynisme. Jean-Christophe Gallien, le communicant que vous êtes également, quelle est sa vision là-dessus ? C'est vrai que Jean-Michel Salvatore nous faisait remarquer ça pourrait peut-être siphonner le RN. C'est vrai que sur la sécurité, notamment le duo Retailleau-Darmanin peut faire des éclats. Oui, ce sera aussi la limite de leur temporalité. Je pense que si ça va trop loin, trop vite, et si ça fonctionne trop bien, il y aura forcément de la contre-mesure, pour le coup, venue du Rassemblement national, qui peut pas se permettre effectivement des avancées trop importantes et même vont pousser plus loin, c'est-à-dire pousser peut-être ce binôme ou ce duo encore plus dans les tours de quelque chose qui va les opposer de fait. Dans la cohabitation qui demeure quand même à l'intérieur du gouvernement entre des gens qui sont pas ni à elle veut pas du tout de cette stratégie politique, vous voyez, donc c'est quelque chose qui est important. Et puis de l'autre côté, ça a tout de suite immédiatement fait la réunification du nouveau Front populaire, qui même s'ils ont pas, c'est de la polyphonie toujours, ils ont tous dit que c'était de la provocation, depuis Monsieur Faure jusqu'à la France Insoumise en passant par Marine Tondelier. Donc attention, en fait en réalité rien n'a changé. Je veux dire, le paysage politique et la météo politique n'a que très peu bougé. Monsieur Bayrou tente de gagner du temps. Il a pris des gens qui étaient tous, il faut le dire, les poids lourds dont on parle, ils avaient très envie de venir. Très envie de venir. Ils étaient là à poser leur candidature déjà depuis Monsieur Barnier quasiment. Donc Monsieur Valls, il attend que ça. Monsieur Rebsamen, là, depuis que c'était Monsieur Bayrou, il le voulait. Madame Borne aussi. Vous voyez, c'est pas, c'est à la fois de la victoire et puis en même temps, c'est quelque chose qui va poser par contre une question politique aux autres, parce qu'évidemment, ça recompose malgré tout une architecture gouvernementale qui est plus forte dans un État faible, mais une architecture gouvernementale qui est plus forte. Jean-Michel Salvatore. Ouais, moi je suis pas tout à fait de votre avis. Moi je pense que ça change quand même un petit peu la donne, si vous voulez, ce choix d'essayer de neutraliser assez franchement le Rassemblement national. Il y a quand même un événement qui est assez important dans ce remaniement. C'est pas tellement, c'est non seulement les gens qui sont nommés, mais c'est aussi les gens qui n'en font pas partie. Et Xavier Bertrand, lui, voulait être ministre de la Justice. Le nom avait été un peu testé comme ça dans les médias, et le Rassemblement national a très rapidement dit que là, c'était véritablement une ligne rouge, et que si Xavier Bertrand était nommé au ministère de la Justice, eh bien le gouvernement Bayrou serait censuré dès le 14, le 15 ou le 16 janvier par le Rassemblement national. Et le fait que Bayrou cède là-dessus, je trouve que c'est quand même une indication sur son pari. Alors ça ne veut pas dire... Est-ce que ça va suffire ? Alors, ensuite, je trouve que la vraie question, c'est de savoir maintenant ce que le Rassemblement national est prêt à donner en échange. Bayrou
a fait un geste avec Xavier Bertrand, fait un geste avec notamment ce duo Retailleau-Darmanin qui va évidemment dans le sens de plus de sécurité et un contrôle beaucoup plus efficace de l'immigration, donc qui donne véritablement des gages à la droite et à l'extrême droite. Est-ce que le Rassemblement national va donner quelque chose en échange, et donner quelque chose en échange, c'est quoi? C'est laisser tranquille Bayrou au moins 1 mois ou 2 mois, ou est-ce que le calcul du Rassemblement national, c'est finalement de prendre les bénéfices, mais de ne rien changer à sa stratégie. Qui peut se retourner contre lui, le Rassemblement national, absolument. Parce que je pense que les Français en ont peut-être assez des petits calculs politiques et ne sont pas dupes, n'est-ce pas, Gilles Boutin? Beaucoup de Français n'ont pas bien compris le choix du RN de voter la censure. Il y en avait un certain nombre qui plaidaient pour. Les sondages sont pas vraiment durs pour le RN. Ouais, cependant, vous avez aussi des reportages plus qualitatifs dans les chefs du RN qui mettent en évidence que c'est pas partagé par tout le monde. Oui. Et donc le RN a aussi confondu ses bruits internes avec le bruit plus global. Et il ne faut pas satisfaire uniquement sa propre base, il doit aussi se montrer constructif. C'est ce qu'il a cherché à faire constamment. Est-ce qu'ils ne sont pas acculés justement à devenir constructifs avec la démonstration que vient nous faire Jean-Michel Salvatore avec les gages finalement qu'a donné François Bayrou? Voilà, ça va finir par se voir, non? C'est une nouvelle équation, il va falloir trouver une nouvelle grammaire parce qu'effectivement les thématiques vont être assez similaires. Gérald Darmanin, je pense que Gérald Darmanin peut nous surprendre en essayant une mue qui se voudra plus, un peu comme Xavier Bertrand en réalité, un petit peu populiste, proche des gens, mais en conservant un discours qui se voudra social. C'est ce qu'il a tenté de faire d'ailleurs lors de son départ de la place Beauvau, en évoquant les difficiles conditions d'intégration, enfin de progression sociale quand on a un nom à consonance étrangère. Oui. C'était assez inattendu. Donc je pense qu'il va vouloir se différencier de cette façon, et il y a la tentation de faire naître un populisme social pour contrecarrer, alors de droite quand même, pour contrecarrer celui du RN. Jean-Michel Salvatore, est-ce qu'on peut imaginer une forme même de petite concurrence, un petit combat de coq à droite entre Bruno Retailleau et Gérard Darmanin? Quelles sont la relation, quelle est la relation entre les deux hommes? Non, là pour l'instant, je pense que Retailleau il a pris une option assez importante par rapport à Darmanin. Alors ensuite, on va voir ce que va donner Darmanin. Mais je pense que, si vous voulez, Bayrou, il joue avec les cartes qu'il a. Son premier choix, c'était d'aller vers le PS. Il a essayé, parce que en fait, souvenez-vous, il disait que ce qu'il voulait, c'est un gouvernement de Bertrand à Cazeneuve. Bertrand à Cazeneuve. Bon, il a ni Bertrand ni Cazeneuve, parce que le Parti socialiste avait des lignes rouges qui étaient pour le coup rouge écarlate. En fait, la renonciation à la réforme des retraites, qui était évidemment inacceptable, le non-remboursement des médicaments qu'il voulait annuler. Il a pas dit son dernier mot, François Bayrou, sur les retraites. Et donc là-dessus, oui, mais enfin, il essaye de noyer le poisson. Mais malgré tout, si vous voulez, il n'est pas question pour François Bayrou de renoncer à la réforme des retraites. Il voulait reprendre la discussion, mais sans suspendre la réforme. Oui. Bon, comme il a vu que ça n'était pas possible avec le Parti socialiste, il va du côté du Rassemblement national et il essaye. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir, mais il essaye avec les cartes qu'il a. La difficulté quand même qu'il a, c'est que là, il a un gouvernement de poids lourd avec des gens très expérimentés, alors qui ont fait plus ou moins leurs preuves, mais qui représentent politiquement quelque chose. Et c'est vrai que là, on se dit, s'il n'y arrive pas avec cette équipe-là, là, véritablement, il n'y a quasiment plus aucune solution. Et le sujet de la démission du président de la République se reposera avec une acuité nouvelle. Jean-Christophe Gallien, ça va se jouer quand? Le 14 janvier, lors du discours de politique générale, et qui sera suivi du budget en février? Moi, je crois pas. Je pense que, pour le coup, c'est dans l'intérêt de personne, en tout cas sur l'espace qui va du bord gauche de ce gouvernement jusqu'au Rassemblement national, y compris, d'avoir trop vite à nouveau une instabilité. Je veux dire, je ne perçois pas aujourd'hui cet intérêt. Pour le coup, je suis moins d'accord sur l'idée que les Français ont pas compris la stratégie du Rassemblement national. Je pense qu'il y avait une limite et une fin de course de la stratégie de la cravate. Ils sont quand même dans cette difficulté d'être entre le constructif et quelque chose qui les fait exister réellement là où ils doivent être. Et je pense qu'ils commettraient une erreur s'ils rentraient trop dans le rang de quelque chose qui les officialise trop. Donc on aura 3, 4, peut-être 5 mois maximum. Et dès qu'on va arriver au milieu du printemps, pas très loin du début de l'été, les choses risquent quand même de se tendre. Et je vous le dis, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une trop grande réussite. Donc le budget va passer, selon vous, Jean-Christophe Gallien? Je pense que oui. Je pense que le binôme
et la menace pour eux, c'est-à-dire que il va falloir qu'ils les poussent un peu dans leur retranchement, il va falloir que les autres aient des résultats assez vite. S'ils n'en ont pas, ce sera compliqué évidemment d'exister. Voilà, c'est ne pas solder sa puissance dans quelque chose qui serait d'être constructif, mais pourquoi et pour qui? Je pense qu'effectivement, à un moment donné, tout le monde a intérêt, donc l'ensemble de la classe politique, à remettre un coup de pression sur Emmanuel Macron. Donc durer trop longtemps, j'y crois peu. La réalité, c'est que tous les fusils maintenant sont orientés quand même sur le président de la République. Et qu'on soit à l'intérieur du gouvernement, hormis peut-être Ensemble pour la République, et encore de chez Monsieur Attal, on est quand même maintenant, on s'est affranchi, on a même presque acquis l'idée, sans parler de Monsieur Philippe, qui a des troupes au gouvernement, qui disent d'ailleurs eux aussi que finalement le président de la République n'ira peut-être pas jusqu'en 2027. Donc oui, c'est dans cette architecture-là qu'il y a peut-être une vérité. Maintenant, François Bayrou, il peut surprendre avec cette équipe, il peut surprendre, mais ça dépend trop, si vous voulez, de la velléité de construction ou pas du Rassemblement national, de qui sera d'ailleurs à la tête de ce parti pour les prochaines grandes échéances, et puis aussi de cette gauche qui va peut-être faire quelque chose ou pas dans une unité peut-être retrouvée maintenant qu'elle est Gilles mise dans un Boutin, coin du ring. qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez de l'analyse de Jean-Christophe Gallien, qui pense que ça ira au moins jusqu'au printemps, parce que c'est vrai que le budget va être un sacré épisode à traverser quand même. D'abord, je maintiens qu'effectivement, il y avait quand même une bonne part, même si les sondages montraient qu'il y avait un certain soutien au RN, mais je pense quand même que le RN aurait plus gagné à rester dans sa dimension constructive. Ensuite, sur la capacité du gouvernement à se maintenir, a priori, si François Bayrou est comment dire débrouillard, il a bien pris note de tous les points négatifs, tous ceux qui étaient rédhibitoires aux yeux du RN, du moins officiellement. C'est-à-dire que s'il ne fait rien, il ne touche pas aux retraites pour le moment et qu'il les confie aux partenaires sociaux pour les négocier pendant 9 mois. Là, il est tranquille. Ouais. À l'arrivée, ils y arriveront pas, donc il pourra dire que les partenaires sociaux n'ont rien pu faire sur les retraites, mais c'est autant de temps gagné pour lui. Ensuite, sur les histoires d'indexation, sur toutes les dépenses qui étaient. Il faut quand même trouver 60 milliards d'économies dans ce budget. Donc, ça va forcément coincer quelque part. Oui, s'imaginer que le budget va être voté comme ça, c'est ça qui est terrible. Ça me semble vraiment très, très hypothétique. À la fois, il le faut, et en même temps, il va forcément viser moins haut que ce que Michel Barnier cherchait à faire. Il va peut-être profiter d'une conjoncture qui lui sera favorable, avec la baisse des taux de la BCE. Ça peut toujours accompagner une certaine reprise. Enfin, il y a d'abord une petite baisse encore de croissance qui est prévue, et après, ça pourrait remonter. La consommation va revenir. L'épargne doit être utilisée. Donc, qui sait, peut-être qu'il va tout simplement profiter d'un effet d'aubaine. On va revenir d'ailleurs avec vous, Gilles Boutin, ça m'intéresse, puisque vous êtes journaliste politique économique sur le cas Lombard, puisqu'on a un nouveau ministre de l'économie que peut-être les Français ne connaissent pas bien. Éric Lombard, vous le connaissez bien, vous ? Moi, personnellement, non. Mais voilà, c'est un homme qui est assez inconnu des Français. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on a un gouvernement avec quasiment que des ministres connus, et l'un des plus importants, et qui va s'occuper du sujet dont tout le monde parle depuis des mois, c'est un illustre inconnu du grand public. Donc Éric Lombard, il est de la jambe gauche du gouvernement pour le coup. Il vient d'une gauche réformiste, rocardienne. C'est un directeur de cabinet de Michel Sapin. Il l'a été, et puis il est à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Et ça, c'est intéressant parce que on n'a pas toujours en tête les missions de la Caisse des dépôts. Elle gère typiquement le livret A. Enfin, ça c'est la chose la plus visible. Il est chargé de la protection de l'épargne de beaucoup de Français. Il est chargé aussi d'aider au développement de territoires. Cette caisse s'intéresse directement à des questions très concrètes comme les maisons de retraite, le scandale Orpea, pour remettre sur pied des maisons de retraite en difficulté par exemple. Et à ce titre, je pense qu'il a une idée assez claire de ce qu'il faudrait faire en tant que ministre de l'économie. Donc ça va être intéressant à suivre. Oui, en fait, il a une double dimension qui va servir à Bayrou. D'abord, sa proximité avec les collectivités locales. Quand on est directeur général de la Caisse des dépôts, on est évidemment très au contact des collectivités. Et donc, on a vu que les collectivités locales et les corps intermédiaires avaient été plutôt négligés. On veut leur piquer 5 milliards. Par Emmanuel Macron. Donc là, si vous voulez, c'est vrai qu'il a ce tropisme-là et ça peut être utile. Et puis le deuxième tropisme, Gilles en parlait, c'est la question du logement. On a bien vu que la question du logement était l'une des grandes impasses
du gouvernement d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal. Et c'est vrai que lui, évidemment, connaît bien ces sujets-là. Et donc, si ce gouvernement a une durée de vie qui excède celle de Michel Barnier, peut-être pourra-t-il faire quelque chose. Mais en tout cas, c'est une double dimension qui est intéressante. Et puis, d'un autre côté, il a quand même cette dimension de techno. De techno plutôt de gauche, mais de techno. Et quand même pro-entreprise, la Caisse des dépôts et consignations est quand même aussi le bras armé de l'État et aide les entreprises. Donc il y a quand même ce côté pro-business qu'on ne pouvait pas retirer à Emmanuel Macron. Il cumule beaucoup d'aspects qui, a priori, ne devraient pas hérisser ni la gauche, ni le RN pour le moment. C'est-à-dire qu'on est sur un positionnement social, réaliste économiquement, pro-business effectivement, mais je sens jamais tomber dans un discours libéral, alors que, par exemple, dans le précédent gouvernement, le ministre chargé de la fonction publique, lui, était particulièrement clivant. Et il n'hésitait pas à le faire, alors que lui, il va apaiser les esprits, je pense. Jean-Michel Savator. Alors, Éric Lombard aussi, il a un autre avantage pour Macron, c'est qu'il ne détricotera pas le bilan de Macron. Enfin, en tout cas, il essaiera, puisqu'il est assez proche d'Emmanuel Macron, et que même cet été, le nom d'Éric Lombard avait circulé pour Matignon. Finalement, c'est Michel Barnier qui avait été choisi, mais Éric Lombard avait été cité. On le sait, assez proche d'Emmanuel Macron, et donc il y aura une volonté quand même de préserver le bilan économique de Macron, avec évidemment une sensibilité un peu de gauche. Tout en faisant des économies, je vous rappelle, vous l'avez rappelé vous-même, 60 milliards à trouver dans le budget. Mais ça sera le poste c'est l'un des postes les plus difficiles avec celui de Retailleau, sans doute, parce que le budget c'est compliqué, et se retrouver à l'Assemblée nationale, qui est devenue une véritable cocotte minute, avec les deux extrêmes, d'un côté le Rassemblement national et de l'autre côté la France insoumise, c'est pas une partie de plaisir. Oui, et qui veulent aussi la peau quand même de cette réforme des retraites qui pourrait nous emmener droit sur une catastrophe un petit peu au niveau des finances publiques quand même, Gilles Boutin. Oui, si on touche à la réforme des retraites, c'est un signal extrêmement négatif, notamment par les agences de notation. La note de la dette pourrait baisser. Enfin, après, c'est l'effet boule de neige. On est loin du scénario à la grecque parce qu'on a quand même une masse critique qui nous permet d'encaisser les chocs. Cependant, on joue avec le feu si on commence à détricoter ce genre de totem qui est très très visible par les investisseurs internationaux. Donc vraiment, il va falloir jouer, être très très habile, comme il semble le faire pour l'instant. Je parle de François Bayrou sur la réforme des retraites. Vaut mieux pas bouger là. Alors, autre curiosité quand même de ce gouvernement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, le retour d'Elisabeth Borne, qui est quand même cette architecte de cette réforme des retraites, la Madame 49.3. Ça interroge au ministère de l'Éducation, numéro 2 du gouvernement. Là aussi, c'est un petit coup de barre à gauche. L'éducation nationale, c'est un petit peu à droite, à gauche depuis plusieurs années. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas vraiment de cohérence entre Pape Ndiaye. Personne l'a oublié. Il faut quand même se souvenir que oui, c'est sous Elisabeth Borne que Pape Ndiaye avait été nommé. Puis ensuite, on a eu Mme Belloubet. Puis donc il y a eu énormément d'allers-retours. Il n'empêche quand même que pour Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, elle a commencé le deuxième quinquennat sans majorité absolue, et elle a fait aboutir, avec énormément de difficultés, 2 réformes très emblématiques, les retraites. C'est quand même un sujet qui est là depuis 2017, et elle a utilisé évidemment le 49.3, mais elle a fait aboutir cette réforme, ce qui est quand même apporté à son objectif, et puis la loi sur l'immigration. Donc voilà. Donc l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est plutôt de sensibilité de gauche. C'est une femme, et vous noterez que on a quand même un gouvernement qui est paritaire facialement, mais les portefeuilles les plus importants sont détenus par des hommes. Donc ça, en étant finalement la deuxième personne du gouvernement, ça permet de rééquilibrer un petit peu les choses. Mais c'est vrai que, évidemment, l'éducation nationale, c'est vraiment le ministère du temps long, et on voit pas très bien ce qu'elle va pouvoir faire si le gouvernement ne dure que 2, 3 ou 4 mois.